Voilà, donc on y va pour l'exercice 1 de la série 3. Voilà, donc, la solution. Alors, première question, je reprends les questions. Donc, on a une sphère conductrice de rayon petit a qui porte une charge Q et on nous demande de calculer son énergie interne. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours sur les conducteurs. On a vu qu'un conducteur chargé, s'il a une charge Q et qu'il est à un potentiel V, eh bien son énergie potentielle, c'est 1/2 de QV. On l'a démontré en cours, hein, on a fait ce calcul et on est arrivé à ce résultat. Alors, la question est maintenant, quel est le potentiel de cette sphère? Alors, le potentiel de cette sphère, c'est le potentiel qu'elle a parce qu'elle est chargée. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Quand on a fait le calcul du champ qui était créé par une sphère chargée, alors on avait vu les deux cas, sphère chargée en surface et sphère chargée en volume. Alors, on est dans quel cas ici? Alors, c'est pas dit dans l'énoncé, c'est pas dit directement, mais c'est dit indirectement, puisqu'on vous dit soit une sphère conductrice. Alors, pourquoi on vous précise qu'elle est conductrice? C'est parce que quand l'objet est conducteur, eh bien, s'il est chargé, la charge ne peut se trouver que sur la surface. Il ne peut être chargé qu'en surface et pas en volume. Donc, on va pouvoir appliquer tout ce qu'on avait fait comme calcul en utilisant le théorème de Gauss, calcul de champ et de potentiel produit par une sphère chargée en surface. Alors, je vous rappelle les résultats qu'on avait obtenus. C'est que si la sphère est chargée en surface, eh bien, le champ est nul à l'intérieur de la sphère et il vaut Q sur 4pi epsilon 0 r carré pour tous les points qui se trouvent à l'extérieur de la surface. Alors, ça nous donnait donc, en utilisant la relation E égale moins gradient de V, donc en intégrant, eh bien, ça nous donnait pour le potentiel une constante pour, alors il manque le petit r, pour petit r inférieur ou égal à petit a, et Q sur 4pi epsilon 0 r pour petit r supérieur ou égal à petit a. Alors, j'ai un petit peu résumé, hein, parce que j'aurais dû mettre une constante d'intégration qu'on peut trouver en écrivant que le potentiel est nul à l'infini et que donc la constante serait égale à 0 si on prend comme origine du potentiel l'infini. Alors, donc, notre résultat, c'était donc que le potentiel qui est créé par une sphère chargée en surface, c'est un potentiel constant à l'intérieur de la surface et un potentiel qui va diminuer au fur et à mesure que R augmente. Donc, c'est en 1 sur R, c'est une constante Q sur 4pi epsilon 0 multipliée par 1 sur R à l'extérieur de la surface. Alors, sur la surface, eh bien, c'est quand petit r est égal à A, eh bien, je suis à la fois dans la zone qui se trouve à l'intérieur de la sphère, et je suis aussi, c'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la sphère. Donc, je vais pouvoir dire que pour petit r égale petit a, j'ai un raccord entre les deux, c'est-à-dire que je vais avoir le potentiel qui va être constant, et il va obéir à la relation, à l'équation que j'ai trouvée pour le potentiel à l'extérieur, c'est-à-dire Q sur 4pi epsilon 0 r. Donc, pour petit r égale petit a, eh bien, le potentiel, ça sera Q sur 4pi epsilon 0 a. D'accord? Donc là, on vient de calculer dans cette expression
EP égale 1/2 de QV, eh bien, on vient de calculer ce facteur-là qui est le potentiel de la sphère chargée. Donc, on remplace et on a EP égale à Q carré sur 8pi epsilon 0, 1. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez suivi le calcul? Ça va, je continue? D'accord. Okay. Alors, deuxième question. On nous dit que ça veut dire quoi le point d'interrogation, Belkhaï? Bon. Alors, deuxième question. On décharge cette sphère en la reliant à la Terre par un fil conducteur. Que devient l'énergie préalablement emmagasinée? Eh bien, si on relie la sphère, si on relie le conducteur à la Terre, eh bien, on va le décharger. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que le conducteur et la Terre vont former un seul et même conducteur et les charges vont se répartir de manière à ce que je maintienne à l'intérieur de ce gros conducteur un champ qui va être nul. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les charges de la sphère vont passer dans la Terre et la sphère, au bout du compte, eh bien, elle aura une charge nulle, elle sera complètement déchargée et l'énergie qui était stockée dans cette sphère sous forme d'énergie électrique, eh bien, elle va apparaître dans le fil sous forme d'énergie calorifique, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Donc, on va avoir un effet Joule qui va apparaître dans le fil. Donc, toute l'énergie qui était stockée dans la sphère sous forme d'énergie potentielle électrique va être perdue en chaleur quand les charges quittent la sphère pour aller sur le sol. Voilà. Alors, troisième question, il manque le 3 dans l'énoncé. Alors, cette sphère avait été chargée à l'aide d'un générateur de force électromotrice constante V. Donc voilà le schéma du dispositif électrique avec lequel on a chargé cette sphère. Alors, quelle est l'énergie fournie par le générateur et la retrouve-t-on sous forme d'énergie potentielle expliquée? Alors, on va donc suivre une charge qui arrive pour aller se poser sur la surface de la sphère. Eh bien, cette charge, je vous rappelle ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que le générateur, c'est un dispositif qui permet de faire gagner de l'énergie potentielle aux charges qui le traversent. Donc, les charges qui vont traverser ce générateur de sa borne moins à sa borne plus, eh bien, chacune des charges va gagner de l'énergie potentielle. C'est-à-dire que si vous regardez la variation d'énergie potentielle d'une charge dQ positive qui traverse le générateur du moins au plus, eh bien, sa variation d'énergie potentielle, ça va être son énergie potentielle finale moins son énergie potentielle initiale. Donc, son énergie potentielle finale, eh bien, à la sortie du générateur, elle est au potentiel V, et à l'entrée dans le générateur, donc sa situation initiale, c'est qu'elle arrive avec un potentiel qui est nul. Donc, j'écris sa variation d'énergie potentielle, ça sera VDQ, donc son énergie potentielle finale à la sortie du générateur, moins 0dQ, qui est son énergie potentielle à l'entrée dans le générateur. Elle entre à un potentiel qui est nul, donc son énergie potentielle à l'entrée, c'était 0.
Donc, on a variation d'énergie potentielle de charge de Q égale à V dQ. Alors, quand toute la charge qui est arrivée, je vous rappelle qu'au final, sur la sphère, sur le conducteur, j'ai une charge grand Q. Donc, les charges, elles sont venues petit à petit, par petite quantité de charge, en traversant le générateur, elles sont venues se poser sur la surface du conducteur. Eh bien, on va faire la somme de toutes ces petites énergies potentielles que le générateur a données à chacune des charges. Eh bien, au total, on va compter combien est-ce que le générateur a fourni d'énergie à toutes les charges qu'il a traversées. Alors, eh bien, on va faire la somme de toutes les énergies potentielles que le générateur a fait gagner à chacune des petites charges dQ. Donc, je vais avoir la somme de tous les gains d'énergie potentielle, c'est-à-dire la somme des produits V dQ, d'accord, puisque DEP c'est V dQ. Alors, ma variable, ça va être Q, et la charge totale du conducteur, eh bien, à l'état initial, le conducteur était complètement déchargé. À l'état final, il a la charge grand Q. Donc, je vais faire varier ma charge de 0 à grand Q. D'accord? Et je fais la somme de toutes les énergies potentielles que le générateur a fait gagner à chacune des charges. Alors, mon potentiel V étant constant, il va sortir de l'intégrale. Et je vais avoir l'intégrale de 0 à Q. Alors, je vais avoir V multiplié par l'intégrale de 0 à Q des dQ, c'est-à-dire QV. Alors, si on fait le calcul V étant égal à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire Q sur 4 pi epsilon 0A, eh bien, on va avoir l'énergie fournie par le générateur qui est égale à Q carré sur 4 pi epsilon 0A, c'est-à-dire le double de l'énergie potentielle du conducteur. Alors, ça se voyait aussi, puisque l'énergie potentielle du conducteur, c'était 1/2 de QV, et que l'énergie que le générateur a fournie, c'est QD. C'est-à-dire que de toutes les deux manières possibles, on voit que l'énergie fournie par le générateur est 2 fois plus grande que l'énergie que reçoit finalement le conducteur. Alors, où est passée la différence? Eh bien, la différence, elle a été perdue sous forme de chaleur pendant le transport des charges. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des charges qui se déplacent, à chaque fois que vous amenez des charges d'un corps à un autre, que vous leur faites traverser un générateur pour aller sur un corps, eh bien, à chaque fois, il y a la moitié de l'énergie que vous voulez apporter qui sera perdue sous forme de chaleur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? C'est bon? Okay. Alors, on va passer à l'exercice 2. D'accord. On va passer à l'exercice 2. Alors, est-ce que vous pouvez répéter pourquoi V égale 0? Une petite seconde. Je reprends la question. Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi V égale 0 dans DEP égale V dQ moins 0 dQ? Oui, je peux. Alors, ok. Alors, on en était ici, hein.
Alors, regardez bien les charges qui vont aller se poser sur la surface du conducteur. C'est des charges que le générateur va aller chercher sur la Terre, donc au potentiel 0. D'accord? C'est le potentiel auquel est reliée la borne moins du générateur. C'est le potentiel de la Terre, donc c'est 0. Et le générateur fonctionne un petit peu comme un ascenseur, c'est-à-dire qu'il va prendre les charges à un petit potentiel, il va les faire monter à un potentiel plus grand. D'accord? Donc, il les fait monter du potentiel 0 au potentiel V. Et il va les ramener sur la sphère. D'accord? Donc, si vous regardez ce qui arrive à une charge DQ positive qui traverse le générateur, eh bien, elle va, son état initial, son état initial, c'est d'être au potentiel 0, et son état final, quand la charge sort du générateur, c'est d'être au potentiel V. D'accord? Donc, la variation d'énergie potentielle d'une charge, eh bien, c'est son énergie potentielle finale, c'est quand elle sort du générateur au potentiel V, moins son énergie potentielle initiale, c'est quand elle entre dans le générateur au potentiel 0. Voilà pourquoi le 0 DQ. Est-ce que vous avez compris cette fois? C'était, c'était qui? C'était Hassas, hein? D'accord. Behadj. Bon, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'exercice 1? Ça va? Alors, je vais passer à l'exercice 2. Alors, je vous lis l'énoncé. Je vous ai envoyé les PDF des séries 3, 4 et 5. Hein. J'espère que tout le monde l'a, la série numéro 3. Alors, je vous lis l'énoncé. Deux sphères métalliques A et B. Je vais vous mettre le texte. Hein. Alors, voilà le texte. Donc, on a deux sphères conductrices, deux sphères métalliques donc conductrices, A et B, deux rayons petit a et petit b, portant des charges QA et QB. Leurs centres sont séparés par une distance D. Alors, premièrement, représenter qualitativement la distribution des charges sur chacune des deux sphères. Peut-on calculer le potentiel créé au milieu du segment joignant le centre des deux sphères, c'est-à-dire ici, au milieu de la distance D? Quelle approximation doit-on faire pour envisager ce calcul? Alors, troisième question. Dans ce cas, calculer ce potentiel et celui de chacune des deux sphères compte tenu des données suivantes. Donc là, on vous précise les rayons, la distance D, les charges QA et QB. Alors, dernière question. On relie la sphère B au sol. Alors, reprendre les mêmes questions après avoir déterminé la nouvelle valeur de la charge de B, Q'B. C'est bon? Alors, pour commencer, on nous a donné aucune information sur les charges avant la question 3. Donc, on considère que la question 3, c'est un cas particulier. Donc, on va essayer d'envisager les deux cas possibles. Soit les sphères ont des charges de même signe, soit les sphères ont des charges de signe contraire. Alors, si elles sont de même signe,
Alors j'ai pris des charges positives, mais on peut faire exactement le même dessin avec des charges négatives. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on appelle une influence mutuelle, d'accord? C'est-à-dire que la sphère A qui est chargée positivement va créer un champ qui sera répulsif à l'endroit où se trouve B, donc ce sera un champ orienté vers la droite, d'accord? Et les charges de B qui étaient réparties sur la surface, eh bien elles vont migrer, elles vont se déplacer dans le sens du champ. C'est normal. Une charge, si vous la mettez dans un champ électrique, elle est soumise à une force égale à QE, et donc elle va se déplacer dans le sens du champ. Inversement, les charges positives de B vont créer un champ répulsif à l'endroit où se trouve A, et donc les charges positives de A vont migrer sur cette face, de l'autre côté de A. Une petite seconde, je reviens. Voilà. Alors, vous voyez bien les deux sphères qui sont chargées de même signe, donc toutes les deux positives, eh bien elles vont avoir leur charge qui migre sur le plus loin possible les unes des autres. Donc, il va y avoir les charges de B qui vont aller sur la droite et les charges de A qui vont aller sur la gauche. Si c'était des charges négatives, eh bien on aurait la même configuration avec des charges négatives. Alors on va regarder maintenant s'il s'agit, alors, avant de passer à l'autre cas, qu'est-ce qu'on aurait comme ligne de champ ici? Eh bien, on aurait des lignes de champ qui auraient tendance à sortir, d'accord? Qui auraient à peu près cette forme-là. J'aurais dû les dessiner. J'essaierai de les dessiner sur le PDF que je vous enverrai, d'accord? On va avoir des lignes de champ qui sortent du conducteur B et qui seront pas radiales parce que les lignes de champ ne peuvent être radiales que quand les charges sont réparties de manière à peu près uniforme sur la sphère. Or là, vous voyez bien qu'il y a une accumulation de charges d'un côté de la sphère et pratiquement pas de charges. Il pourrait y en avoir quelques-unes, hein, mais très très peu par rapport à cette concentration de charges. Donc on aurait des lignes de champ qui sortiraient de ce côté et des lignes de champ qui sortiraient de cette face de la sphère A. C'est bon? Alors, on passe au cas où QA et QB sont de signes contraires. Alors, les charges vont venir se mettre les unes en face des autres. Alors, pourquoi? C'est parce que si c'est A qui est chargé positivement, eh bien, il va produire un champ qui va être répulsif, donc orienté vers la droite, à l'endroit où se trouve B, évidemment. Hein, le champ va être vers la droite. Donc, les charges négatives de B, elles vont être soumises à des forces F égale QE. Q étant négatif, la force va être de sens opposé au champ, et donc les charges vont venir se mettre de ce côté de la sphère. Alors, en retour, c'est une influence mutuelle. Hein. On va voir maintenant la réciproque, si vous voulez. J'ai les charges négatives de B qui créent un champ attractif à l'endroit où se trouve A, donc un champ qui est dirigé vers la droite. Les charges positives de A vont être soumises à des forces F égale QE. Q étant positif, eh bien F va être dans le même sens que E, et je vais avoir les charges positives de A qui vont venir se mettre en face de B. Voilà. C'est bon pour l'influence mutuelle. Alors, on est obligé de considérer les deux cas
charge de même signe ou charge de signe contraire parce que au départ, dans l'énoncé, rien ne disait que QA et QB avaient des charges positives ou négatives ou de signe contraire ou de même signe. Voilà. C'est bon? Alors, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut calculer le potentiel à mi-distance, donc au milieu de la distance qui sépare les deux sphères, est-ce qu'on peut calculer le potentiel? Eh bien, on peut pas le calculer dans la configuration qu'on vient de voir, c'est-à-dire avec les deux sphères qui sont en influence mutuelle, parce que dans la mesure, ce qu'on sait faire nous, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a fait, on sait calculer des champs qui sont produits par des sphères qui sont chargées de manière uniforme. C'est-à-dire à chaque fois, je vous renvoie à ce qu'on a vu à propos du théorème de Gauss, dans les applications du théorème de Gauss. Quand on a vu le champ qui est créé par une sphère chargée, c'était toujours une sphère qui était uniformément chargée. D'accord? Donc, on ne sait calculer le potentiel puisqu'on a déduit le potentiel du champ. On ne sait calculer le potentiel que pour des distributions continues de charge. Donc, on ne pourra calculer le potentiel à mi-distance entre les deux sphères que si la répartition des charges est uniforme. Donc, s'il n'y a pas de phénomène d'influence. Alors, quelle est l'approximation qu'il faut faire? Eh bien, l'approximation, c'est que D, la distance entre les deux centres des sphères, eh bien, doit être très grande devant les rayons des sphères. Si vous pouvez considérer que les sphères sont tellement petites que on peut les considérer comme des charges ponctuelles, eh bien, on va pouvoir calculer le potentiel à n'importe quel point qui se trouverait entre les sphères, loin des sphères, etc. Ça va? Alors, je calcule donc le potentiel. Alors, je vais pas refaire le détail du potentiel créé par une sphère qui porte deux rayons petit a qui portent une charge QA. D'accord? Si je cherche le potentiel à grande distance, eh bien, je vais pouvoir écrire que c'est K QA sur R si la distance entre le point où je cherche le potentiel et le centre de la sphère, c'est petit r. Alors, j'applique le principe de superposition. J'ai deux sphères, d'accord, A et B. Je vais écrire que le potentiel AD sur 2, c'est le potentiel produit par QA plus le potentiel produit par QB. Alors, je vais avoir KQA sur la distance, c'est D sur 2. Je vais avoir 2KQA sur D. C'est bon? Le potentiel qui est donné par la sphère B, ça sera KQB sur la distance qui est D sur 2. Donc, je vais avoir une deuxième fois 2KQB sur D. D'accord? Alors, on regroupe les termes qui peuvent être regroupés, donc 2K sur D, et je vais avoir le potentiel à D sur 2 qui est égal à 2K QA plus QB sur D. Alors, si je vous laisse faire le calcul numérique, on devrait trouver moins 182. C'est bon? Alors, on nous demande aussi le potentiel de chacune des sphères. Alors là aussi, je vais appliquer le principe de superposition. Alors pourquoi?
parce que je vais revenir à la figure, hein. Bon, voilà mes deux sphères, hein. Alors, euh, c'est pas cette configuration-là. Normalement, je vais plutôt revenir à l'énoncé. Vous ne serez pas perturbé par cette répartition des charges. Voilà. Alors, je suis en train de chercher le potentiel de A. Alors, le potentiel de A, il est dû à deux choses. Il est dû à la charge que porte A, c'est normal. Une sphère qui est chargée va avoir un certain potentiel, mais comme A se trouve à une certaine distance de B, même si cette distance est grande, eh bien, la charge de B va donner à l'endroit où se trouve la sphère A, va donner un potentiel. C'est-à-dire que je vais avoir le potentiel qui est dû à la charge de A plus le potentiel qui est dû à la charge de B. D'accord? Comme la distance D est très grande par rapport à petit a, vous vous doutez bien que le potentiel que va donner la charge QB va être très très faible. On va vérifier ça tout de suite. Alors, j'étais en page 2. Voilà. Alors, j'applique mon principe de superposition. Donc, le potentiel de A, c'est le potentiel qui est dû à la présence de la charge QA sur la surface de la sphère, donc KQA sur petit a, d'accord? Plus, la sphère A, elle n'est pas toute seule, il y a la sphère B qui se trouve à la distance D, donc on va rajouter KQB sur D, d'accord? Et le résultat, c'est qu'on trouve 2865 volts. Alors, je vous laisse faire le calcul, vous me dites ce que vous trouvez pour KQA sur petit a et KQB sur petit d. Je vous attends. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de calculatrice, hein, c'est des choses qui tombent un peu sur des nombres entiers, hein. Alors, vous trouvez quoi pour KQA sur petit a? D'abord, est-ce que c'est un potentiel positif ou négatif? Ben alors, qu'est-ce que vous trouvez pour KQA sur petit a? Alors, moi, j'ai trouvé 3000. Est-ce que quelqu'un trouve 3000? Oui, dans VA. Alors, j'ai pas compris votre question. Oui, Audash Marouane, j'ai pas compris. Dans VA, quoi? C'est quoi votre question? Pouvez activer votre micro et ça ira plus vite. C'est quoi votre question? Madame, dans VA, Oui.
on a KQA sur A plus KQB sur D. Oui. Pourquoi on a D? Pourquoi on a D? Oui, Oui, bah c'est pas parce que D moins 1. c'est pas quoi? D moins 1. Ah oui, pourquoi c'est pas D moins A? C'est parce que comme on a dit que D était très grand devant A et que D était très grand devant B. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir considérer chacune des sphères comme si c'était une charge ponctuelle. Donc, la distance qui sépare, si vous voulez, le centre de gravité de la sphère A, eh bien, ça va être du centre de gravité de la sphère B, c'est petit b. D'accord ou pas? C'est pas d moins A. C'est, c'est ni d moins A, ni d moins 2A, parce que la distance entre les deux sphères A et B, eh bien, ça va être d, parce que je considère, à partir du moment où j'ai fait cette approximation, que d est très grand devant à la fois petit a et petit b, eh bien, je vais pouvoir dire que les sphères A et B se comportent comme des charges ponctuelles. Alors, vous regardez les valeurs numériques, vous avez A et B qui mesurent 3 cm et la distance entre les centres des sphères, c'est 2 mètres. D'accord? Donc, on peut considérer que A et B sont des charges ponctuelles et que la distance qui les sépare, eh bien, c'est la distance grand D. C'est bon? Alors, est-ce que quelqu'un a fait l'application numérique? Vous trouvez quoi comme valeur? C'est juste pour que vous voyez que la partie du potentiel qui est due à la charge QB est vraiment très très faible. Alors, on trouve, je donne les résultats, on trouve pour le terme KQA, KQA sur A, on trouve 3000. Et pour KQB sur D, eh bien, on trouve moins 135. D'accord? Ce qui fait que la plus grande partie, si vous voulez, la plus grande part du potentiel de A, eh bien, il sera dû surtout à la charge QA et très peu à la charge QB. Voilà. Alors, on fait la même chose pour le potentiel de B. Donc, on applique le principe de superposition. C'est d'abord le potentiel qui est dû à la charge de B, donc AQB, plus le potentiel qui est dû à la présence de la sphère A qui a une charge QA. Alors, on a donc KQB sur B plus KQA sur D et on a donc cette fois moins. Alors, la partie qui est due, la partie du potentiel, le terme qui est dû à la charge QB, ben on trouve 9000, moins 9000. Et la partie qui est due à la charge QA, c'est moins 45, donc on trouve moins 8955. Voilà. Voilà. Alors, troisième question. C'était ça la troisième question, hein, c'était les applications numériques. Et la quatrième question, alors la quatrième question, c'est on relie la sphère B au sol et on recalcule les potentiels. V au milieu de la distance, est-ce que je l'ai fait? Je sais plus, oui. VA et VB. Alors, si on relie B au sol, alors s'il était tout seul, B, eh bien le simple fait de le relier au sol, ça le déchargerait complètement. Mais B se trouve à la distance D de A. Alors, il se trouve que A va produire un potentiel positif à l'endroit où se trouve B, d'accord?
et que le fait de le relier au sol, ça lui donne un potentiel qui est nul. Donc, pour que ce potentiel soit nul, eh bien, il faut que le potentiel positif qui est donné par QA soit compensé par le potentiel négatif qui va être produit par la charge résiduelle Q'B. C'est-à-dire que on doit écrire ce qu'on avait écrit ici, c'est-à-dire VB égale KQB sur B plus KQA sur B. VB égale 0, donc la charge QB a changé, on l'a appelé QB prime, et j'écris que VB prime égale 0 égale à K QB prime sur B plus K QA sur D. Alors, le fait que le potentiel soit nul puisque B est relié à la Terre et que le potentiel de la Terre est égal à 0, eh bien, ça nous donne l'expression de QB'. Alors, j'écris donc que le potentiel VB' est égal à 0. Donc, j'ai cette égalité. Le cas se simplifie et il me reste Q'B sur B égale à moins QA sur D. Ce qui fait que Q'B, c'est moins BA multiplié par QA sur D. Et donc, la charge résiduelle, ce qui reste sur B, c'est moins 1,5 10 moins 10 coulombs. Alors, sachant que les charges initiales, c'était QA égale à 10 moins 8 coulombs et QB, d'accord, les charges initiales, QA c'était 10 moins 8 coulombs et QB moins 3, 10 moins 8 coulombs. Voilà. Donc, une fois qu'on a la nouvelle charge de B, eh bien, on va recalculer notre potentiel à mi-distance. Donc, KQA sur D sur 2, donc 2KQA sur D, et KQ'B sur D sur 2, donc 2KQ'B sur D, et on obtient, alors, la charge QB' est tellement petite par rapport à QA que je peux dire que c'est pratiquement 2KQA sur D. Voilà. Et pour le potentiel, le nouveau potentiel de A, eh bien, ça sera KQA sur A plus, c'est-à-dire ce qu'on avait écrit ici, sauf que la charge de B, elle a changé, ce n'est plus QB, c'est QB'. Voilà. Donc, on trouve pratiquement 3000 volts. C'est bon? Alors, on va passer à l'exercice 4. Alors, je vous ai dit au début que je traitais pas l'exercice 3 parce que les questions sont à réponse immédiate sans étape intermédiaire. Alors, j'ai préféré vous traiter l'exercice 4. Alors, il dit quoi l'exercice 4? Je vais vous mettre l'énoncé. C'est la page 2.